mardi 17 août 2021. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission d'information. Nous sommes avec deux confrères aujourd'hui. D'abord le directeur du site d'information africanligne.com, Koutsei Yawo, qui est avec nous, et Adam Adjourounou, le directeur de publication du journal Vision d'Afrique, qui est dans les kiosques depuis ce matin au prix de 250 francs. Koutsei, bonjour. Bonjour Anita et salut à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Et la rédaction de Vision d'Afrique. Non, africanligne.info. Afrique en ligne, hein, excusez-moi. La rédaction se porte à merveille. On a nos actifs, beaucoup d'articles. Il faut donc aller visiter donc le site pour découvrir. Oui, comment peut-on visiter votre site? Tapez juste africanligne.info en minuscule, collé. Vous avez accès à toutes les informations. Voilà. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Vision d'Afrique qui est dans les kiosques aujourd'hui au prix de 250 francs seulement. Adam, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à toutes et à tous. Alors, vous avez un site d'information aussi? Oui, bon, comme naturellement, il n'y a pas de journal qui n'a pas de site d'information. Donc c'est le www.afrique-vision.com et vous tombez sur le site. Mais tous ceux qui veulent avoir aussi de l'information en continu, il suffit de cliquer également sur www.mediatopnews.tg et vous avez également toutes les informations. Ok. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. On parlera d'abord du décès de la présidente de la CNDH, une nouvelle qui est tombée depuis hier. On parlera de la situation à Edi Togo avec l'entrave à la liberté de travail. Nous parlerons sur le plan international de la situation qui prévaut actuellement en Afghanistan avec les images. On verra ce qui se passe là-bas et on terminera avec la une puisque nous avons un journal qui est dans les kiosques aujourd'hui. Nous avons son directeur de publication avec nous. Nous parlerons de la une de Vision d'Afrique. Nous commençons avec la mauvaise nouvelle, une mauvaise nouvelle qui est tombée depuis hier. Vous voyez la photo déjà. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme est décédée des suites d'une courte maladie. Adam, que peut-on retenir du passage de Madame Nakwan à la tête de la CNDH? Je rappelle qu'elle est la première femme à présider cette institution depuis sa création. Oui, Madame Nakwan est une dame qui s'est fait remarquer dans les accablés de la Commission nationale des droits de l'homme au Togo. Vous avez su, lorsque vous prenez pratiquement tous les rapports, c'est une dame qui ne fait pas dans l'opacité. Elle a eu quand même à révéler un certain nombre de scandales, si vous voulez, où le pays, où certains actes concernant surtout les forces de l'ordre et de sécurité ont été cités. Donc elle a eu le courage de pouvoir l'exposer. Exposer donc ces faits-là et sa langue de bois. Il a permis à ce qu'on puisse en discuter. Lorsque vous prenez un peu, depuis un moment, vous prenez un peu les rapports concernant donc, ceux qui ont présidé à la tête de la CNDA, je pense qu'elle fait partie de la meilleure équipe en termes de notation. Et je pense que le dernier rapport qu'ils ont sorti sur un certain nombre de faits, on est pratiquement, la plupart des tableaux sont revenus là-dessus. Il est rare qu'on puisse la critiquer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Puisque l'essentiel, elle a aussi interpellé la plupart du temps. Le ministre de la Sécurité a fait aboutir un certain nombre d'enquêtes qui sont enclenchées, mais on n'a jamais connu d'issue. Et ça bloque ou ça affecte un peu les rapports de la CNDA, parce que vous savez, en matière de droits de l'homme et des libertés individuelles, c'est la Commission nationale des droits de l'homme qui est la plupart du temps interpellée dans ces dossiers-là, et on l'a vu, ça sont des dossiers que nous voyons publics, mais en arrière-plan, il y a aussi d'autres mécanismes qu'elle met en place pour réellement rapprocher un certain nombre de dossiers sur lesquels on n'a pas pu embrayer par le passé. Donc, c'est une dame, sauf que le Togo, nous avons l'habitude de célébrer nos martyrs ou ceux qui se sont fait démarquer par un certain nombre de sujets qu'à leur décès. Malheureusement ou heureusement, elle, en ce qui la concerne, depuis un moment, surtout lorsque nous prenons la fin de cette année, il y a eu beaucoup de journaux qui sont revenus sur son parcours et ont parlé en bien d'elle. Maintenant qu'elle est décédée, il faudrait quand même que ces œuvres-là puissent la suivre et que d'autres également qui vont régenter cette institution. Et je rappelle qu'il y a depuis un certain nombre
2 mois précisément, qui sont en fin de mandat. Donc normalement, je pense qu'à la rentrée prochaine, ils sont l'un des dossiers sur lesquels l'Assemblée nationale va statuer et permettre de renouveler cette instance-là. Mais rappelons également que l'équipe qu'elle dirige, c'est une équipe assez dynamique. Vous constaterez qu'il y a des gens comme le magistrat et l'ancien président de la Cour d'appel, qui est aussi dans son équipe. Et lorsqu'on parle de Sonvi, c'est pas n'importe qui. C'est un homme qui est vraiment rentré dans les dossiers, ce qu'il a valu pour des mauvaises langues, ceux qui estimaient que voilà, il faisait donc entorse ou barrière un certain nombre de dossiers au niveau de la Cour d'appel. On tout fait pour lui mettre la bâton dans la roue, mais malheureusement il s'est retrouvé à la CNDH et donc c'est sans langue de bois qu'ils ont pu quand même mener à bien cette institution-là qui, il faut le préciser aujourd'hui, lorsque vous prenez la plupart des institutions dans nos pays, c'est l'une des institutions qui soit citée pour, disons, sa non-complexité dans l'approche assez pragmatique d'un certain nombre de dossiers. Donc je pense que c'est une dame qui restera gravée dans les annales de cette institution pour longtemps. Alors, Claude Saïd, dites-moi, est-ce que cette dame a su œuvrer pour que la CNDH puisse jouir de son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique? Parce que nous savons tous, la CNDH doit œuvrer, pour être indépendante, ou bien elle est indépendante carrément du pouvoir politique. Est-ce que cette dame a pu marquer son passage? Bon, je vais être un peu mitigé. C'est vrai, cette dame, je la connaissais parfaitement pour avoir un petit peu travaillé avec elle. Vous savez que je suis un acteur de la société civile. Nous l'avions souvent rencontré à plusieurs occasions. C'est une dame de fer, en réalité. Vous savez, elle est souvent très intransigeante face à certaines réalités sociales. Voyez-vous, certes, peut-être je compatis, j'ai été d'ailleurs choqué lorsque j'ai appris son rappel à Dieu parce que c'est une nouvelle un peu brusque et inattendue. C'est vrai, depuis que la CEDAT a déménagé de... En temps, ils étaient au niveau de la GTA et Contour. Après, ils ont déménagé, je crois. Maintenant, c'est... Au niveau de GTA, c'est au niveau de l'ancien OTP. Voilà. Bon, elle était précédemment... ministre. Oui, bien sûr, mais elle avait... je crois, elle n'était pas la CNDH avant C'est d'être... le de ministre qu'elle a été donc nommée. Oui, elle était quand même... Il faut dire qu'elle avait occupé beaucoup de fonctions, mais elle a quitté le rôle de ministre pour la CNDH. Voilà. Donc, c'est vrai que ce que je retiens un peu de façon négative, c'est que nous étions allés la rencontrer pour demander qu'elle fasse quelque chose pour qu'on puisse libérer notre camarade Asiba Johnson, qui avait produit un rapport indiquant une centaine... Un rapport, tout ce qui s'est passé avec ce rapport. Donc, nous étions allés la rencontrer dans son bureau, mais elle n'a pas été tout à fait courtoise et d'avis pour qu'on puisse agir au fin de libérer notre camarade qui a dû faire 18 mois de prison. Peut-être que la personne était vraiment coupable. Ah, mais écoute, toutefois, en matière quand même des règles de droit, elle est souvent très tenace. Elle a souvent agi. C'est vrai que très souvent, on ne ressent pas tellement la CNDH dans les affaires politiques en tant que telles. On a l'impression que c'est une aile marchande du pouvoir, alors qu'en réalité, en principe, telle que la CNDH fut donc elle est indépendante construite, bien sûr. Non, autant dans ses premières instances, la CNDH avait quand même joué un rôle prépondérant. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un certain laisser-aller, puisque au Togo, les droits sont constamment violés. On ne va pas... Nous allons parler juste du passage de la dame à la tête de cette institution. Bien sûr, elle était là lors des grandes manifs de l'opposition où les militaires ont gazé, tiré, arrêté les gens. Nous avons actuellement des détenus politiques qui sont dans les prisons. C'était quand même en son temps. Ouais, déjà. Mais au fait, c'est déjà fait quoi concrètement? Au fait que ce soit donc la société civile qui s'organise pour pouvoir demander qu'on libère les détenus politiques. Je pense que
tous les Togolais se reposent sur la CNDH en matière du respect des droits humains. Volontiers, nous leur faisons donc confiance. Et je pense que au fait qu'il y a une déception par rapport à ces réactions en matière d'assistance aux personnes en détresse. Et je pense que c'est vrai, je sais bien qu'elle est très souvent tenace, elle a un très bon talent oratoire. Je l'ai quand même vu s'exprimer très bien devant les tribunes, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut interroger donc les plaignants, ceux qui contactent fréquemment la CNDH. Est-ce qu'ils sont suffisamment satisfaits des résultats? Voilà, donc là... oui, ceux-là, on va les interroger, mais vous, en tant que leader d'opinion journaliste, c'est pourquoi nous vous posons cette question, pour vous donner votre analyse. Oui, c'est pourquoi moi je dis en fait, s'il faut noter sa présence, c'est pas l'excellence. C'est vrai qu'elle a fait de son mieux. On pouvait donner d'être à bien ou passable, ça s'arrête là. Et beaucoup reste encore à faire en matière de droits humains au Togo. Mais puis à son âme, j'ai été très touché d'avoir appris la nouvelle de son décès ce matin, à travers vous, parce que je n'ai pas eu la veille. Bref, donc paix à son âme, et que la CNDH retrouve un bon chef qui va conduire de façon équitable, juste et à la gloire de tous les Togolais les affaires des droits humains au Togo. Alors, Adam, selon tout ça, elle a fait, mais elle n'a pas assez fait. De toutes les façons, vous savez, lorsqu'on parle de ces questions des droits humains, des libertés individuelles... Il a un peu lié son commentaire aux détenus politiques qu'elle n'a pas... Vous savez, moi, je suis contre le fait qu'on puisse avoir un regard figé sur un certain nombre de dossiers donnés. C'est vrai que c'est pourquoi j'ai tout à l'heure fait allusion en parlant de l'équipe qu'elle conduisait, où il y avait le juge Sonville. Lorsque vous voyez un peu dans les dossiers, et pertinemment, vous savez sur la forme que le dossier n'aboutira pas, à quoi sert de pouvoir donc s'engager dans ce genre de dossiers? C'est pourquoi d'ailleurs, moi, à son temps, j'avais apprécié le fait que lorsque vous prenez surtout la nomenclature de ceux qui étaient élus pour présider disons, la destinée de la CNDH, c'était vraiment appréciable, puisque de toute façon, vous avez un juriste qui sait pertinemment que, au regard des charges qui sont imposées à tel ou tel individu, et que les gens en arrière-plan viennent demander à ce que la CNDH puisse agir. La CNDH agit en toute impartialité. Sur des dossiers donnés, mais il faudrait qu'il y ait des motifs de violation des droits humains qui concernent un dossier avant d'agir. Mais lorsqu'il n'y a pas de motifs de brimade des droits de l'homme ou karma, où on sait véritablement que les gens ont été imputés de leurs droits fondamentaux, il est très difficile que la CNDH puisse s'engager. C'est en ce sens que ceux qui sont approchés de cette institution et après avoir parcouru leur dossier ne trouvent pas gain de cause. Et comme vous savez, en matière de justice, il y a toujours deux parties. Et lorsqu'une partie se sent donc lésée, à dessein, d'autant plus que les gens refusent mordicus, puisque c'est la vie des gens qui est plus ou moins un peu en difficulté. Il va de soi que ces personnes-là puissent être remontées contre la CNDH. Or, la CNDH agit en toute impartialité. Donc, c'est l'incompréhension des hommes à pouvoir réellement savoir les dossiers qu'il faut faire valoir au niveau de la CNDH et les dossiers qu'il ne faut pas, qui ne peuvent pas l'être. C'est en ce sens que vous mesurerez, disons, l'attachement de ces institutions-là sur un certain nombre de jeux où carrément ils reclassent ou disent, voilà, ce dossier-là ne sont pas compétents pour pouvoir donc connaître de ce dossier-là, donc ils essaient donc de le retrater. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'ai constaté, et c'est vrai que chez nous ici, lorsqu'une personne meurt, on a toujours l'habitude de pouvoir ne que vanter ses côtés positifs. C'est en ce sens-là, j'aimerais véritablement donc faire un petit bémol en disant que cette personnalité, lorsque vous côtoyez, disons, ses collaborateurs directs, le gars du corps, etc., les chauffeurs, ce sont des gens qui ont toujours été lésés, ne sont toujours pas en bonne entente avec la dame, qui les traite beaucoup plus mal. Puisque la plupart du temps, les gens se sont plaints. Une dame qui peut passer, par exemple, pratiquement des semaines sans parler avec son gars du corps, or la personne l'a prédestinée à pouvoir donc vous couvrir, sauver votre vie. Donc je pense que c'est vrai que sur le plan professionnel, elle a beaucoup fait, mais sur le plan
disons, accord professionnel avec ses collaborateurs, ce n'est pas toujours cette ambiance-là bien voulue. C'est une dame assez on a l'habitude de dire, et ce n'est pas une bonne si chose. ce que vous avez à dire n'est pas plus beau que le silence, vous vous taisez, peut-être qu'elle n'a rien d'important à dire. Non, de toutes les façons, vous savez, ceux qui traitent bien leurs collaborateurs directs, les gens ont l'habitude de le dire. Mais à partir du moment où vous ne les traitez pas bien également, ces gens-là sont souvent révoltés. Ils ne font pas véritablement avec efficacité leur travail. Donc, c'est le moment de le dire également, parce qu'il n'y a pas que le côté professionnel. Moi, je l'ai dit, lorsque vous vous engagez politiquement, c'est les deux aspects. L'aspect professionnel, mais également l'aspect cohésion entre la population. Ce sont ces deux aspects-là réunis qui font votre réussite. À partir du moment où une des actions fait défection, il va de ça quand même qu'on puisse le citer, pour inciter les autres qui sont toujours aux affaires aujourd'hui à pouvoir prendre en compte également ces aspects-là, puisque tous ces aspects-là vont dans le bien le bien du pays, et c'est le pays qui réussit. Alors, Claude, un mot avant qu'on ne passe à autre sujet dans cette émission. Non, un mot. Par rapport au décès de la dame. Oui, parce Madame que. l'a dit tout à l'heure, sur le plan professionnel, elle est correcte, mais de l'autre côté. Ah oui, Adam n'a il y a des pas critiques. menti, il a fait dire la vérité. Vous avez eu à la Non, écoutez, bien sûr. C'est vrai que c'est une dame, je l'ai dit, c'est une dame de fer. Elle est intransigeante face à des questions parfois sociales, etc. Donc c'est une dame vraiment. C'est vrai qu'elle a des talents professionnels qu'on peut louer, mais elle a aussi ce caractère rigide, qui fait que très souvent elle est crainte, parce que aussitôt qu'elle rentre dans son service, tout le monde se met droit, se tient droit, parce que justement elle n'a pas sa langue dans sa poche, aussitôt elle réagit. Peut-être que c'est pour se faire respecter, on ne sait jamais. Peut-être oui. Et si vous êtes femme que vous agissez de la sorte, les gens ont souvent peur de vous. Et très souvent, je viens de le dire, elle est extrêmement intransigeante. C'est-à-dire que sa vérité reste intangible. On ne la touche pas. Ce qu'elle dit, c'est ça, vous obéissez ou bien vous n'obéissez pas. Le chef a toujours raison. Une fois, je l'ai interrogé sur l'état des droits humains au Togo. Il m'a répondu, mais écoutez, d'aller au Rwanda dans certains pays, voir ce qui se passe, qu'au Togo, nous sommes trop libres, qu'il y a assez de liberté. Alors qu'en réalité, il n'y en a pas assez de manifester, il y a des restrictions un peu partout. Mais ceux qui vont aller ailleurs pour voir le contraire, qu'au Togo, nous sommes trop libres en réalité. Bon, je pense que on doit lui avoir certaines reproches, certes, mais le regret de l'avoir aussi si vite perdu. Et sinon, c'est une dame dont on a encore besoin quand même dans la vie politique, droits de l'homme, etc. Mais j'ai été très touché d'apprendre les nouvelles choquantes que j'ai apprises ce matin et ça m'a bouleversé. Voilà. Alors, nous souhaitons que son âme repose en paix. Eh bien, nous continuons cette émission depuis quelques jours. La situation est tendue à Edi Togo. Selon nos informations, il y aurait une guerre interne entre deux syndicats, le Syndjop et la SINA. Edi Togo, Adam, vous faites partie de ces journalistes-là qui suivent de près ce dossier Edi Togo. Lors de votre dernière parution, vous avez parlé du sujet. Aujourd'hui, vous revenez sur le fait, puisque nous avons la chance de vous avoir, je suis sûr que vous avez eu à discuter avec les différents syndicats. Dites-nous ce qui se passe exactement. On ne peut pas s'enfiler aux rumeurs, tel syndicat. Oui, d'habitude c'est le cas. Vous savez, lorsque ces dossiers brûlants-là arrivent, les gens ont tendance à pouvoir peut-être déformer la population à leurs avantages, puisque lorsque nous parlons donc de deux syndicats qui mettent aux prises le DG, c'est une question d'intérêt. Vous savez, Edi Togo, ce n'est pas pour la première fois que cette institution-là est mise sur la sellette, pour des raisons évidentes, bien évidemment. Lorsque vous prenez cette structure-là, qui est pratiquement en redressement, parce que tout le monde le sait, depuis un moment, elle est en redressement et elle est pratiquement par rapport au double, d'ailleurs même de son effectif. Actuellement, l'effectif normal doit être estimé à 189. Et aujourd'hui, ils sont pratiquement à 400. Et ça, c'est la volonté du DG qui a mis l'homme au centre de toutes les réformes. Et vous savez, cette histoire-là est née de deux syndicats. D'abord, le Syndjop, qui est le syndicat reconnu officiellement, qui portait depuis très longtemps, disons, les revendications des agents d'Edi Togo. Maintenant, à notre grande surprise, un petit matin, les gens se présentent sur le DG, le faisant croire que voilà, désormais c'est une dame
PAC, je pense, qui serait donc la nouvelle tête d'un syndicat appelé Sina Edi Togo. Estimant que le secrétaire général ou celui qui chapeautait les rênes du Saint-Jean était beaucoup plus complaisant face au DG. Mais la grande inquiétude et ce qui devait donc interpeller l'opinion nationale, voire même nos autorités, c'est que lorsque vous mettez en grève, c'est pour réclamer les meilleures conditions de vie. On ne sait pas ce que les stéréotypes liés à la tête du DG viennent donc chercher dans les revendications. Or, ceux-ci ont clairement dit que leur objectif, c'est de voir le DG partir de la tête d'Edi Togo. On se demande le second syndicat ou bien le premier? Enfin, non, c'est le premier qui s'est mis, donc, c'est de solidariser avec les autres. Ils sont 10. En fait, sur un effectif de 400 personnes, donc c'est 10 personnes qui prennent en otage pratiquement la vie de tous ces employés-là à l'Edi Togo. Et là, le DG ne voulant pas faire prévaloir, puisque la plupart du temps, lorsque dans ce genre de situation, vous essayez de pouvoir trancher, bon, je rappelle que dans un premier temps, il a demandé aux 2 syndicats d'aller se concerter, comme il a l'habitude de le faire, et de lui ramener donc les personnes légales que vous estimez avec qui on peut travailler. Donc, du coup, sachant pertinemment que Sina Edi Togo étant dans un mauvais rôle, ils sont donc désolidarisés des autres, ils n'ont pas composé avec l'autre équipe et 10 personnes se sont mis donc à manifester leur désarroi aux grandes dames des autres employés. D'abord, ils ont confisqué au passage l'outil de travail qui était la clé des véhicules qui, je rappelle, sont retrouvés pratiquement dans les camions. Le DG ne dit rien. Non, j'en viens. Donc, ayant confisqué les biens de travail, ayant confisqué les journaux du jour, c'est là où le DG s'est dit, ah, mais cette situation-là devient quand même embêtante. Puisque, d'abord, lorsque vous avez la liberté de manifester, on a toujours l'habitude de le dire, vous n'allez pas empêcher les gens qui ne se retrouvent pas dans votre synergie d'action de pouvoir vaquer librement à leurs occupations. Ils ont même fait usage, entrant même dans des bureaux, pour forcer les gens, comme on l'a assisté entre-temps avec les manifestations concernant les élèves. Vous ne pouvez pas faire appel aux forces de l'ordre. Voilà, c'est là où le DG a fait véritablement donc, appel aux forces de l'ordre pour venir donc maintenir l'ordre. Donc les forces de l'ordre ayant venu, ils étaient toujours dans leur position, mais les forçants là-bas, donc ils ont fait sortir donc, les journaux du jour, ils ont retrouvé au passage les clés dans les caniveaux et beaucoup également ont été embarqués et la question s'est retrouvée devant le juge. Et le juge a tranché en faveur d'Edi Togo sur ce qui leur était reproché, parce que quelles que soient les manifestations, vous n'allez pas embrigader en fait l'outil de travail, empêchant pratiquement, disons, l'entreprise de fonctionner. Donc ça voudrait dire quelque part que cette situation où le juge a tranché en faveur du DG, qui est la partie civile, n'a pas occulté le fait que le DG lui-même à l'intérieur, vous savez comment la procédure au niveau des employés se fait. On essaie naturellement de vous envoyer des lettres d'explication. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, et eux, ils ont su pouvoir donc anticiper en faisant en sorte que, puisque je n'ai vu aucune entreprise, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai fouillé, je n'en ai pas vu, qui continue par garder des gens qui sont sous de coups d'une condamnation judiciaire. Et je rappelle, il y a des gens qui ont pu seulement des feuillets là-bas qui ont été sanctionnés. Donc c'est pour la question de savoir quelle serait l'issue à réserver donc à ces gens-là, qui sont d'abord condamnés et surtout ils ont scandalé. Ils sont scandalés. Je pense que aux dernières nouvelles normales, la décision qui devait sortir, ça doit être hier ou aujourd'hui. Il devait être situé, s'il devait donc continuer par exercer à Edi Togo. Je pense que nous allons encore revenir si c'est le cas. Mais ce qui est inquiétant et qui interpelle naturellement donc l'autorité, surtout le chef de l'État, c'est que ces hommes-là ont cité nommément le ministre de la Communication et l'inspectrice qui est en charge du dossier, que fortement ce sont ces gens-là qu'ils ont le soutien de ces gens-là et que rien ne peut leur arriver. Et nous voyons clairement que si un ministre devait donc devait donc être en phase avec des gens pour mettre en péril
une atropie d'État, c'est quand même dangereux, scandaleux. Est-ce que vous, donc, vous pensez qu'ils sont en train de dire la vérité? Mais ils l'ont dit ouvertement. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que nous allons faire des recoupements. Se disent ouvertement dans ce pays. Nous allons faire un recoupement et interpeller donc le ministre. Si tel est le cas, c'est quand même grave qu'un ministre puisse donc soutenir des gens qui n'ont qu'un seul objectif, à pouvoir faire des choix, un DG d'une institution. Or, cela ne fait pas partie de notre prérogative. Serait-il pas en train de se faire reprocher quelque chose? Non, il y en a, bon, de toutes les façons. 10 personnes. De toutes les façons, si le DG, on reproche le DG d'un certain nombre de choses, qui le disent carrément dans leur plateforme revendicative. Et d'abord, je vous dis que ce sont des gens illégaux qui n'ont pas véritablement, disons, cette étoffe-là de pouvoir mener, disons, cette revendication. Puisque depuis lors, vous avez vu, il y a très longtemps qu'on a suspendu le fait de donner des récépissés à des organisations. Il se souvient également qu'on a, avec ce dossier lié donc aux enseignants, et que par quelle alchimie ils peuvent avoir des récépissés pour faire valoir leurs droits. Ils déchoient, ne serait-ce que par une simple lettre, déchoient l'autre institution qui portait les revendications d'études de gauche. Donc, vous voyez, c'est dans ce flou kafkaïen, et je pense que ces gens-là même savent. C'est pourquoi ils ont anticipé en faisant donc de l'intoxication de l'information au niveau de l'opinion et dire que voilà, le DG veut donc les licencier. Or, c'est eux-mêmes, et je rappelle depuis 2005 que cette histoire-là a commencé. Il y a eu, eux-mêmes ont attiré donc la foudre de l'inspection générale qui a essayé de jeter un regard sur les dossiers, et partant de là, on a constaté des dossiers irréguliers liés au fait qu'il y avait des faux diplômes. Et ces gens-là ont été, eux-mêmes ont pris la tangente avant même que l'inspection ne finisse le travail. Et pour une seconde fois encore, ce sont ceux-là même qui essaient, pour des maladresses, de pouvoir peut-être être sur le coup d'une décision qui peut aller comme ça. Moi j'estime qu'il y a autre chose derrière cette histoire, mais bon, les faits sont là. Dites-moi, au sein d'une seule entreprise, est-ce qu'on a besoin de beaucoup de syndicats? Bon, est-ce qu'il ne fallait pas couper, arrêter le problème de là, quand on vient vous présenter deux syndicats en tant que responsable de l'entreprise? L'autre bout de temps, ce qu'il est, très souvent, la politique s'interfère dans la vie professionnelle parfois. Si vous fouillez un peu dans le jeu, vous allez voir qu'il y a un syndicat qui serait proche d'une sensibilité et l'autre d'une autre sensibilité. La presse étatique Edi Togo appartient au gouvernement, donc tous les fonctionnaires émanent du budget de l'État, a priori. C'est vrai que je porte en doute ce que le conseil veut dire, parce qu'il y a juste une dizaine de personnes. Ils sont 10. Oui, mais c'est pas possible. Ils sont 10. Non, je doute. Il faut que je vérifie pour pouvoir comprendre. Je peux pas accepter. Oui, je dois douter de ça. Et lorsque les employés manifestent, c'est pour faire triompher leurs droits. Nous ne l'oublions pas. Ils ont des droits qui ne sont peut-être pas respectés, et c'est pourquoi ils se constituent en syndicat pour pouvoir défendre leurs droits. Donc il faut les traiter a priori à visage humain, que de menacer, de mettre à la porte que ce soit. Ça n'aurait pas de sens. Ce que le DG n'a jamais fait. Bon, il y a des menaces de mettre à la porte les meneurs, c'est-à-dire que la justice s'est interférée dans... maintenant, écoutez, lorsqu'il y a des brillages, très souvent, il y a un peu de bousculade. 10 personnes seulement qui prennent moi je dis pas 10 personnes. Comment dire les hommes peuvent... Non, c'est pas possible. Un syndicat n'est pas 10 personnes. Même quand vous montez, vous faites un bureau syndical, il y a le président de ville, le trésorier, donc c'est déjà 7, etc. Donc dire que seulement 10 personnes juste bouleversent toute une grande maison vient de plus de 50 ans, moi j'en doute. Je dois maintenant regarder clair dans ce dossier. J'ai des amis qui travaillent certainement. Je vais les compter parce que je passe exactement à Edi Togo. Je pense que la meilleure façon, c'est d'améliorer leurs conditions de vie des employés. L'État, très souvent, eux, ils restent souvent muets. Ils ne manifestent pas comme la vie civile, ou très souvent, dans les sociétés de la zone franc, les gens font des brèves, etc. Mais eux, c'est rare fois. Mais le droit doit toujours respecter là-bas. Très souvent, là-bas, c'est la dictature professionnelle qui règne là-bas. Mais eux, ils ne parlent pas. Mais quand les gens décident de parler
et essayons de les écouter et trouvons des solutions à leurs problèmes. C'est le plus important que de dire qu'ils sont peut-être une minorité, qu'il faut donc les jeter, etc. C'est vrai, il y a dans la société dans laquelle nous vivons, des gens qui vont dire c'est lui, et on cite quelques-uns, on dit bon c'est une dizaine, et on va essayer de les bousculer. Non, qu'on ne touche pas à des grévistes. C'est normal de gréver pour demander de meilleures conditions. Les gens partent à la retraite, dans quelles conditions les gens sont regardés. Non, les outils de travail, le matériel, comme les gens font, ils cassent les feux, on enlève les pavés. C'est un mouvement d'humeur qui est engagé. Et il doit être en réalité encadré naturellement. Et je doute que ce soit arrivé à ce que vous dites que les gens peut-être ils n'ont pas brûlé. On a vu des manifestations où les gens brûlent les véhicules. Vous voulez que les non. Vous savez, les gens pour se faire entendre sont obligés parfois. Non, écoutez, même ça arrive dans tout pays au monde. Manifester, mais pas dans la violence. Pas dans la violence, certes, mais les gens parfois ils disent au chef de ne pas sortir, ils bloquent parfois, ça arrive. Même au temps colonial, on voit les colons qui étaient tellement soumis aux blancs, parfois ils bloquent le chef de sortir pour faire triompher leurs revendications sociales. Ça arrive. Alors, si vous dans son point dire nous manifestons, ou bien il y a carrément arrêt du travail, tout le monde arrête, ou bien carrément il y a un débrayage, chacun manifeste à son point de travail, soit on tape les casseroles pour dire occupez-vous de nous, etc. Donc, dans tous les cas, lorsqu'il y a un mouvement d'humeur, c'est pas la bonne humeur dans tous les cas. Donc, maintenant qu'on cite normalement des gens, des individus, qu'on présente devant le procureur pour dire ce sont les meneurs et qu'on va les mettre à la porte, mais je suis trop sûr que vous risquez d'aller sur un terrain social parce qu'ils auront le soutien des autres syndicalistes, de la société civile, etc. Et ça devient encore un problème. Je pense qu'il faut régler de façon humaine, à visage humain, ce genre d'histoire. Demandez qu'est-ce que vous revendiquez. Est-ce que c'est d'autres salariales? Il y a des fautes qu'on ne peut pas arriver. Le grand problème, c'est que le DG, comme je l'ai dit au passage, le DG n'a jamais fait prévaloir le fait de licencier un agent. Je vous dis, justement, tout à l'heure, vous avez parlé des gens au procureur de la République. Laissez pour un temps. Vous avez dit qu'il emploie actuellement le double de ce qui devait être employé. Comment est-ce qu'on arrive à payer ces personnes-là à la fin du mois? Non, vous savez, c'est une entreprise qui a également une subvention de l'État, à part les recettes qui sont. Oui, selon la subvention, on se dit que c'est 100 personnes. Oui, c'est 189 personnes qui doivent être payées par mois. Oui, ça voudrait dire si la décision devait être prise, c'était une décision de pouvoir compresser les autres. Mais le DG a défendu ce dossier-là en disant que c'est le chef de l'État même qui l'a dit. Dans les réformes, mettons l'homme au centre de toutes les réformes, faisant en sorte que les réformes ne font pas en sorte que les gens soient à la maison. Donc, il a essayé donc de pouvoir appliquer cette mesure-là. Et au passage, je vous dis, par exemple, ce que devait donc percevoir un DG ici, bon, c'est vrai que je ne vais pas exposer son salaire, mais quand même, c'est connu de tous, c'est public. Pour aller savoir, c'est-à-dire que le fait de pouvoir peut-être compléter toute cette situation-là, on fait que lui-même, il a accepté que son salaire puisse donc être rabaissé. Vous êtes sûr? Je vous dis, c'est public. Je vous dis, c'est public. Ce n'est pas un truc caché, je ne le dis pas, c'est public. Et lui-même, je pense que il y a des médias et lorsque vous trouvez opportun, je pense que vous pouvez quand même aller s'en acquérir davantage. Et ça, d'abord, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous dis, l'entreprise est en redressement. Étant donné que l'entreprise est en redressement, c'est vrai, qu'est-ce qui a amené donc à ces revendications? En premier lieu, il y avait eu des améliorations qui étaient consenties au niveau des autres agents de l'État public. Et donc, ce sont ces revendications en fait qui revendiquaient à ce que cela puisse donc les appliquer. Mais maintenant, lorsqu'ils sont allés à la source, on les a dit, une entreprise en redressement, on ne peut pas au jour d'aujourd'hui pouvoir ajouter ou retenir quoi que ce soit. Parce que on roule directement avec cet effectif-là pratiquement à perte. On roule à perte. Donc, il faudrait que le retracement, ils étaient même plus de 500, c'est justement parce qu'il y a eu des abandons, des décès des gens qui sont admis à la retraite, etc., qui ont fait que cet effectif-là est arrivé à 399, près de 400. Donc, c'est dit tout simplement, mais le côté, prenons la chose sur la forme. Nous n'allons pas faire des investigations de forme. Sur les formes, on laisse ça quand même
au côté juridique de pouvoir donc trancher. La forme, est-ce qu'aujourd'hui on peut accepter que quel que soit ce que vous revendiquez, donc mettre en arrêt une entreprise ou embrigader pratiquement la vie des gens, surtout s'il y avait parmi eux qui voudraient vaquer librement à leurs occupations, à témoin le fait que les chauffeurs sont venus pour rallier donc les lieux de distribution, etc. Tout le monde n'est pas obligé de... Tout à fait. On bloque les clés, je vous dis, les clés sont retrouvées pratiquement dans les caniveaux. Ça voudrait dire qu'il y avait une intention ferme de pouvoir véritablement faire entendre leur voix. Puisque l'objectif, ils l'ont dit, l'objectif pour eux, c'est de pouvoir voir le DG partir à la tête de l'Édit Togo. Or ça, lorsque vous prenez au niveau, vous prenez les tests, que ce soit le règlement intérieur, je ne vois en aucun cas où on mentionne que voilà, les employés sont obligés pour une raison ou une autre vouloir donc que le DG parte à la tête d'une structure. Mais si le DG ne fait pas avancer la structure, c'est pas ça, ça veut dire que ce sont les randonnées de ceux qui l'ont nommé à ce poste qu'ils le font. Ça n'a rien à voir avec les employés. À travers le cri peut-être, on peut le... Maintenant, on sort carrément des revendications sociales et on dit clairement que voilà, on veut que le DG parte de la tête de l'institution. Pour quel motif? On ne saurait le dire. Voilà un peu la situation qui provoque, même moi, je me suis attardé seulement sur la forme. Voilà pourquoi j'ai dit, je pense que la semaine prochaine, nous allons encore revenir sur le dossier. Puisque, de toutes les façons, ce que nous disons, moi, je sais, on dit, le DG, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais sauf que je n'ai pas encore vu jusqu'au jour d'aujourd'hui une entreprise où les gens sont condamnés par la justice et que ces gens-là continuent pas travailler dans cette entreprise. Moi, je n'en ai pas vu. C'est là qui me fait dire que ces gens-là encourent le risque d'un licenciement peut-être, mais je pense que l'issue du dossier nous laissera... Alors, au finish, on ne réclame pas de meilleures conditions de vie et autres, là, mais c'est le départ du DG. Ne serait-ce pas un règlement de compte, par exemple? Bon, je pense qu'il y a que beaucoup le DG de faux. aurait posé des actes et maintenant... Non, il y a beaucoup de faux dans cette histoire. Quand on me dit que l'effectif au départ était 200 et qu'on l'a porté à 400 environ, posons-nous les bonnes questions. C'est pas ça, c'est comment les hommes je t'explique. C'est pas ça, c'est-à-dire que... Non, je t'explique, je te dis. Il y avait une situation. Expliquer cette partie. C'est-à-dire qu'il y avait une situation latente au niveau de l'entreprise. Et on a constaté véritablement que l'entreprise doit être redressée. Et dans ce redressement, on dit l'effectif normal qui devait être affecté à Édit Togo devait être 189. Ce n'est pas que le DG, après les avoir dit qu'il a recruté, l'effectif était déjà là, les 500 et quelques étaient déjà là. Et donc, la question qui se posait, c'était de compresser les autres et de garder 189. Est-ce que vous voyez? Et le DG a dit, ce n'est pas possible. Au regard de la situation sociale, les gens trouvent leur gain ici, ce n'est pas possible qu'on puisse donc compresser plus de 400 personnes. Oui, il faut d'abord voir comment les gens arrivent dans la boîte. Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous voyez déjà, quand sans concours, on prend des gens, on les place à des endroits qui sont parfois incompétents, etc., etc. Vous savez que les gens sérieux vont s'interroger. Mais toute société rencontre des difficultés. Les difficultés, certes, vous voyez déjà. Donc c'est sûr, quand les gens manifestent, moi très souvent, je me pose plus du côté des manifestants que du côté des chefs. Très souvent, ceux qui manifestent... Les syndicalistes alors? Oui, les syndicalistes. Non, là, soyez journaliste. Non, je sais, c'est parce que justement les gens là, ils ont des problèmes. Il faut les écouter, il faut voir ce qu'ils ont comme difficulté. Il y a des gens qui n'ont pas de matériel. Il y a des gens qui sont injustement traités, etc. Donc quand ils manifestent, essayons de les écouter. Quand on parle du parquet, le parquet a quoi foudre dans un mouvement d'humeur à l'interne. C'est les tests qui le disent. Déjà au procureur. Ce sont les tests qui le disent. Non, vous savez... Je suis prudent. Les tests sont clairs là-dessus. Je suis très prudent. On a la force. Alors, on néglige les tests et puis on fait comme on veut. Mais écoutez, je pense que en matière de mouvement d'humeur, lorsqu'il y a des braillages, dans tous les cas, il y a... Non, on les... Écoutez, même dans les rues, on peut vous casser, vous prendre. Écoutez, certes, est-ce qu'effectivement il y a eu des casses? Moi, je n'ai pas vu quand même des objets cassés. Quand on dit qu'on retrouve une clé dans un caniveau, etc. Vous êtes un chauffeur et que lorsque vous savez, c'est un mouvement de débrayage. On ne peut pas quand même exclure quand même quelques ratés. Il peut y avoir des ratés qu'on peut dissiper à l'interne. Mais quand on présente des gens au procureur et qu'on menace de les mettre à la porte,
vous risquez finalement... Non, ils sont condamnés, c'est la personne, ils sont condamnés. Je pense que c'est... Ils sont condamnés à payer aussi des amendes. Il faut agir avec prudence. Nous sommes dans une société professionnelle où les gens revendiquent leur mieux-être social. Et il faut les écouter. Je pense que on va prendre un exemple terre à terre. Vous savez, votre société, il y a certains de vos employés qui ne sont pas d'accord. Et du jour au lendemain, ils décident de casser peut-être 2 voitures du service. Ils prennent l'ordinateur. Non, attendez. Et vous avez des difficultés d'abord à payer les salaires de ces personnes-là. Et au même moment, ils cassent 2 voitures. C'est avec ces voitures qu'ils travaillent. Vous allez dire, on laisse de côté les tests et on voit le côté humain. Écoutez, quand ils cassent, c'est vrai, ils vont réparer. Je suis d'accord. Ils vont réparer. Ils vont réparer, je suis d'accord. Quand vous cassez, vous réparez. Nous sommes d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui nous a Qu'est-ce poussé qui va les amener à réparer? Il faut discuter. C'est-à-dire, ou bien le dialogue, il est permanent. Oui, bien sûr. Il faut quand même discuter avec eux pour voir quelles sont vos revendications. Vous voyez déjà, et nous allons voir dans quelle mesure nous allons améliorer vos sorts. Je pense qu'il faut être prudent. Lorsque ça commence, il faut plutôt, il y a quand même des étincelles qui annoncent quand même des mouvements d'humeur. Déjà, commencez par éteindre. Vous savez, quand la gouvernance est bonne, on n'arrive pas à ce stade-là. C'est parce que justement, on a accumulé beaucoup de... Je pense que ce sont ces genres de situations qui poussent certaines personnes à dire que dans une entreprise, il faut laisser de côté la partie, soyons humains. Mais il faut agir selon ce qui est là. Oui, mais vous savez, depuis toujours... Pour la bonne marche de votre entreprise. Depuis toujours, les fonctionnaires de sont soumis quand même à des dictats auprès de leur patron, que ce soit au niveau de la zone franche, que du côté de l'État. Voyez-vous, c'est pourquoi je demande que tout se gère pire, c'est le privé. Pire, il faut quand même qu'il y ait un visage humain, qu'on gère ce mouvement d'humeur à visage humain, ce qui implique quand même qu'on peut peut-être avertir des gens plutôt que de les mettre à la porte ou bien de les présenter au procureur pour qu'ils payent des amendes, etc. Il faut quand même les reprimer. Alors, ce qui est réparé et ce qui a été endommagé, qui vient réparer? Mais écoutez, lorsque les manifestants brûlent les pneus, qui réparent les routes, voyez-vous, c'est d'empêcher que les gens n'arrivent à ce stade-là. Ce qui suppose qu'il faut un dialogue permanent dans chaque maison. C'est quand même curieux, vous savez, et ça ne m'étonne pas. Je vois que Koutia il est dans son rôle. J'ai pas de rôle. Ça ne m'étonne pas. La presse, tout à l'heure, lorsqu'ils disaient qu'ils ont fait des démarches au niveau de la CNDH, au niveau de la CNDH, pour pouvoir libérer quelqu'un, c'est ce genre de cas-là. Parce que lorsque vous prenez par exemple un juge Sonvi qui voit dans votre dossier, on vous reproche d'avoir peut-être cassé les biens publics, faire de telle ou telle chose. De toutes les façons, ceux-là ne sont pas... Non, il était un exemplaire. Il était un exemplaire dans la machine, dans la chaîne de choses. Tout le monde le sait. Vous allez partout, il est vraiment impec. Et quelqu'un qui voit dans ce dossier-là n'est pas prêt à pouvoir conseiller la présidence de la CNDH à pouvoir faire valoir ce dossier-là au niveau d'aucune juridiction. C'est en ce sens que je dis que lorsque Koultien, c'est tout comme s'il fait l'apologie du mal. Non, de toute façon, si on ne peut pas condamner le fait que les gens, lorsque nous voulons manifester, lorsque nous voulons manifester votre désarroi, c'est tout comme si nous sommes en 47 et à partir du moment où moi je ne me retrouve pas dans votre plateau revendicatif, vous n'allez pas quand même m'empêcher d'être forcément dans votre plateau revendicatif. Ça n'a rien à voir. Parce que ça quelles sont les exigences de ce genre de choses? Désormais, vous allez arriver à fait qu'il y a des gens qui prennent en étau pratiquement. Et ça, c'est l'extrémisme violent qui se fait inviter. Et c'est comme ça que ça a commencé ailleurs. Il faudrait que ces rues-là puissent être cassés, puisque ces gens-là puissent être punis avec exemplarité, pour que les gens puissent savoir que lorsque nous voulons revendiquer, que nous restons dans notre cadre de revendication, qu'on n'aille pas au-delà. Parce que moi, je suis d'abord pour chaque revendication, qu'elle soit donc publique ou interne, à ce que, même que ce soit une seule ampoule, puisque c'est le fait de nous contribuables. Demain, au lieu que ça, la serre peut-être a construit d'autres lampadaires, peut-être leur a diablé quelque part, on est obligé de revenir encore
reconstruire dans ces lampadaires-là que vous avez cachés. On va où? On ne voulait pas, on fait du surplace. Et ça, je pense que ce sont déjà des actes condamnés et condamnables. C'est le pays qui n'avance pas. Hein. Ouais. On fait un pas devant et Restons dans nos cas de revendication. en arrière. Chers téléspectateurs, ce sera donc la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à partir de 10h pour notre numéro. Merci à tous de nous avoir suivis quand même. Au revoir.